Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah. Mesdames, messieurs, Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Woo! Ici l'incroyable Handsome GM, animateur du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte. Pas à travers la planète. Mon nom est Handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Le sénile, l'aveugle, le malentendant. Hein, il y a une autre affaire, je pense, que tu me disais. Sourd, Sourd, aveugle, malade. sénile. Il y en avait un autre. Écoute, Je ne me souviens pas c'était quoi. Non, tu devais dire Self-Proclaimed Legend, l'homme au mollet d'acier de Mullet Man, aveugle, sourd, sénile, amnésique. Ah, c'est ça. Je m'en souvenais pas. C'est ça qui arrive. Comment ça va, partner? Self-Proclaimed Legend, ben, j'ai pas été intronisé à Chicago, fait que j'imagine que je suis pas une légende. Puis t'as pas eu ton meeting. Oui, t'as eu le meeting avec Scott. Ah ouais. Avec la chemise détachée, puis les culottes qui tombaient. La blouse détachée, les culottes aux genoux. C'était très chic, mais j'aurais dû prendre une photo de ça. Ouais, t'aurais dû. Ouais. Oui, ça va bien. Écoute, comme peut-être les amis du Sim le savent, toi, t'es parti, il n'y a plus de bonheur. Moi, j'ai resté. Alors, on va en parler tantôt de notre voyage. Il y a toujours des choses drôles. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que David Jouan m'écrit en même temps qu'on se parle, puis dit « Rappelle-lui de changer sa phrase d'introduction. » Je l'ai changé. Ah ouais, mais tu n'as pas compris l'essence du message. J'ai changé ma phrase. Pas à travers la planète. On est à travers la planète. C'est pas ça qu'il faut changer. On parle pas de la lutte en Afrique. Pas encore. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ouais. Mais on a des fans à travers la planète. Fait que. Ben oui, je sais, partout. International. Yes, sir. Hey! J'ai retrouvé le courriel. Ben, le gars qui m'avait bâché, que j'avais répondu bête, il m'a réécrit. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Nick Richard. Mais Nick Richard, on le salue, il est sûrement à l'écoute. Oh oui, il l'est parce qu'il écoute à chaque semaine. Mais, tu sais, on en a parlé, mais je suis content parce que quand il m'a réécrit, j'ai retrouvé son message qui dit « Ça, c'est une semaine probablement avant qu'on arrête BPM Sport. » OK. OK. Parlant de ça, ils t'ont-ils appelé pour remplacer Paul Hood? Pas encore. Le téléphone n'est pas loin. J'attends l'appel. OK. Il dit « Ton show aurait pu durer 30 minutes, ça aurait été parfait. Trop de Simmania, who really care? Trop de toi, trop de ton livre, ton ego, t'as pas servi cette fois. » Fait que ça, tu me connais. Ben moi, oui. j'ai écrit « Merci de tes commentaires, mais comme t'es pas obligé d'écouter, t'es pas obligé de me lire, t'es pas obligé d'assister à Simmania, je te dis moi aussi, who really cares de ce que tu penses? Il reste un show de radio seulement, donc je pousse mon show. Sur ça, écoute ailleurs, ça sera parfait pour toi et pour moi. » Puis là, ben, lundi, moi, il dit « J'ai écouté ton dernier podcast, comme je le fais à chaque semaine, et puis je te fais une passe à palette. Je pense que c'est moi que tu cherches. » Bon. Avant toute chose, si tu regardes mon propos initial, je n'ai pas changé d'idée là-dessus. Je faisais mention du pourquoi, à mon avis, que vous aviez perdu votre spot à Radio BPM à cause de ton égo maniaque.
Il dit, sinon, je suis un fan du podcast, j'écoute à chaque semaine. J'ai été fâché que le Québec perde cette tribune de lutte et je t'ai blâmé. Mais bon, qui sait? Avec ou sans rancune, la lutte fera toujours partie de ma vie. Tant que tu es là, je te remercie pour le divertissement. Nick de Valleyfield, mieux connu sous le nom de Nick the Icon. Wow, un gars de Valleyfield, un campi Ben valencien oui, comme toi. on est des, pas des collègues, mais comment tu appelles ça? Là, Des pleins de soupe, des pleins de soupe. Il reste Ah non, poli. des consanguins. Non, c'est pas ça que tu veux dire. Arrête. Alors, Nick, on te salue. Ben oui. Puis, si tu m'avais connu dans les années 80 où tu n'étais pas né, tu aurais connu le Marc Blondin qui avait un ego démesuré. Mais là, on est loin de là. Imaginez comment tu devais être épouvantable. Commenter aujourd'hui, c'était pire avant. Mais, incroyable. Parlant d'ego démesuré, oui. Tu sais, tu voyages avec ton partner, puis la première affaire qu'il fait, il réserve des sièges pas assis avec toi. Bravo, champion. Bravo, comme dirait Éric Mailloux. Bravo, Jean-Frédéric. On va faire la petite histoire, là. Marc réserve ses sièges en pensant qu'il est dans l'allée. Il prend le hublot. Mais il me dit qu'il est dans l'allée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y avait pas de place à côté. Ben oui. T'as à peu près un pied de jambe. Toi, peu importe le siège, tu vas être correct. Ben oui. Puis tu prends le siège à côté de moi, on voyage ensemble. On voyage ensemble, je te voyais de loin, c'était parfait. Ben oui, c'est le fun pour jaser. Tu es tout le temps à course, puis là, on avait le temps de jaser. Marc, on a été vendredi, samedi, toute la journée à jaser. Oui, je le sais, mais moi, c'est le début que j'aime. Après, je me fous de toi. C'est les premières heures que j'aime. L'ego démesuré de retour, mesdames, messieurs. Ouais, c'est ça. Nick the Icon. Ben oui. Fait que c'est ça, on va parler un petit peu de notre voyage, parce que je sais, entre autres, que Gaétan Julien adore ses potins. Ben, le vol, ça s'est bien passé. J'étais tout seul. Ansem était plus loin, là, je viens de vous le dire. Ce qui est vraiment le fun de voyager avec quelqu'un. On est notre premier. Ça a été compliqué un peu pour trouver l'auto. Compliqué, tu dis? Ben, parce qu'on a loué, j'ai loué. Parce qu'une chose qu'il faut dire, c'est moi qui organise tout. Ouais. Ansem, lui, il chiale, puis il traîne sa valise de léopard, puis il chiale, puis il chiale, puis il chiale. Ouais, mais moi, j'organise tout. Moi, je m'occupe du volet du gars qui écoute les shows, puis qui se prépare des fiches, puis il est bon pour faire des résumés des storylines. Mais ça, c'est une autre histoire, Marc. Bien, c'est sûr que c'est une autre histoire. Alors, on a loué avec Turo. Et moi, je pensais qu'on descendrait, on prend le char, on s'en va, mais non, il a fallu prendre la maison des fous, un autobus, essayer de trouver la place. Mais quand je suis allé le reporter, moi, lundi, en fin de journée, ça allait bien parce que là, je le faisais en sens inverse. Mais là, c'est et sûr. Mon amnésie était restée au Québec. Amnésie mania. Oui, c'est ça. Fait que, amnésie, mesdames, messieurs. Oh, c'est bon, ça. Fait que c'est ça, écoute, notre journée de vendredi, à part le voyagement et l'arrêt, on a lunché à Toronto. C'était d'aller au restaurant de Harry, c'est qui? Harry Carey. Harry Carey qui a été la voix des Cubs, right? Oui, puis il était célèbre pour chanter le Take Me Out to the Ball Game en 7e manche. C'est pour ça que le restaurant s'appelle le Harry Carey 7 Inning Stretch. Oui, puis dans l'ascenseur, on entend la chanson. Parce que c'est au 17e étage ou je ne sais pas quel étage, c'est haut. Et puis, il y a un musée de sport et c'est là que j'ai impressionné la planète avec mon saut de basketball. Tout à fait. Pas incroyable. Tu as sauté d'à peu près un demi-pied. C'est incroyable. Ben, plus que ma grandeur, au moins. Oui, mais le Mullet Man, l'homme au mollet d'acier, ça n'a pas d'impulsion, ça. C'est de l'acier, c'est pas des springs. Là. Ah, c'est ça qui arrive. Ouais. Puis, c'est ça. Ça a été un petit vendredi tranquille. Il voulait aller voir la larve. Puis, finalement, j'ai su qu'elle était fermée, la larve. Elle est en réno. La bine. Toi, tu appelles ça une bine. Moi, je trouve que ça a l'air d'une larve. Là. Le beans, ils appellent ça Chicago Beans. Oui, mais ça a l'air d'une larve. Elle était fermée, on n'y a pas été. Tout ça pour dire qu'on n'y a pas été. On vient à l'hôtel le vendredi. Hey, je vais prendre le récit. C'est assez plate ce que tu comptes. Je pense qu'on a perdu Nick Richard. on revient à l'hôtel, puis là, Marc,
tombe fatigué comme à chaque fois qu'on arrive à l'hôtel. Arrête, t'étais Mais- fatigué toi aussi. Mais avant ça, on est arrêté à l'épicerie et Marc a fait une razzia, malgré qu'il fait un jeûne intermittent, a fait une razzia de bonbons, de chocolat, de sucré, de. J'espère que tu as tout compté ça à ton épouse. On la salue, sûrement à l'écoute. Ben oui, elle écoute Ouais. tout le temps. Ouais. Fait que c'est ça, on fait une razzia, on se ramasse des. Marc se ramasse des cochonneries, moi je me ramasse des œufs à la coque, des ananas, puis un plat de crevettes. Hey, des crevettes passées date. Eh non, Hey, faut que tu sois brave, là. T'es très bonne. On revient à l'hôtel, puis là, Marc se met en tenue de marque, relax, commence à manger des bonbons. PCO me texte. Hey, viens-tu jaser dans le lobby de l'hôtel? J'étais quand même fatigué, là, Marc, t'as raison, mais pas capable de m'empêcher de descendre, aller entendre des potins. J'étais allé jaser avec PCO. Raj Singh était là, Champagne Singh. Il y avait une couple de lutteurs qui étaient là. On se met à jaser, palpage, jase, ce qui fait que je suis rentré beaucoup trop tard, comme d'habitude. Mais belle soirée. J'ai appris bien des potins. J'ai appris qui allait être les lutteurs surprises dans le Collier Sean Gauntlet du lendemain. Donc, je reviens en chambre et surprenant, coup de théâtre, Marc est réveillé, écoute du baseball. Oui, le match était tellement bon avec les Phillies qui, malheureusement, ne se sont pas rendus Non. plus loin. Mais c'était un bon match, puis j'étais bien, j'étais à l'aise, c'était correct, là. Prends le relais, là, Marc. Après le dodo, Ben, on s'en... le lendemain, ben, c'est toujours ça. Tu sais, dans le fond, on arrive dans la ville, on a comme une demi-journée max, mais on est fatigué du voyagement. Et le lendemain, ben, là, on est allé s'entraîner. Frankie Kazarian, Oui. Hanson et moi. Moi, je faisais un petit bout de temps, je n'avais pas couru, j'ai couru 1 mille et demi. Fait que juste pour. Puis j'étais content de briser la routine. Et tranquillement, on se prépare, puis on s'en va. On s'en va à l'Arena, à Cicero, au Cicero Stadium. Oui. Et là, Handsome qui me tord un bras, j'ai faim, je vais aller au McDonald's, Bon, fait que, OK, on va arrêter au McDo. Où il me dit, tourne ici à gauche, il y a un Dunkin'. Mais le Dunkin', il est à droite, puis il y a 14 voies à tourner. Fait que, on est allé au McDo. On est arrivé de bonne heure à l'Arena et il y avait le meeting et ils nous ont mis over. Scott D'Amore nous a mis over encore. En partant, comme d'habitude, nous a salué. Les gens nous ont applaudi. Hanson Jeff a pu envoyer la main à la foule. Écoute, on est bien reçus, c'est incroyable. Il n'y a pas de foule, là. Ils sont pas du meeting. Oui, mais tout le monde était là quand même, les gens d'importance d'Impact Wrestling. Tout ça pour dire que Scott D'Amore, le président d'Impact Wrestling, maintenant TNA Wrestling, mais ça, on en parlera plus tard. Pas maintenant, c'est en 2024. Ben oui, mais c'est ça pareil. Ben non, il nous met over puis il nous aime. Donc, vas-y, Marc, continue. Et après ça, c'est l'interminable attente entre style, mettons, 1 heure, 1 heure et demie et 20 heures. Mais heureusement, vu qu'à Chicago, il y avait 1 heure de différence, au lieu de commencer à 20 heures, votre heure ici, on commençait à 19 heures, donc on a fini plus tôt. Et on va vous parler du show, bien sûr, après. Là, c'est un podcast qui va être un peu plus long, mais on devait vous compter ça. Je pense que vous aimez ça aussi. Et moi, j'ai hâte parce que je me dis, parce que quand on a le lunch, moi, j'ai pris une poitrine de poulet avec un peu de salade puis tout ça. Toi, tu as pris 3 poitrines. Oui, monsieur. Seigneur, on peut bien avoir de l'air des BS quand on va là. Et moi, j'ai toujours hâte après parce que c'est là que je me fous du jeûne intermittent. Après le show, tout le monde nous avait parlé, dont mon ami Bornet, le gars de l'armée. Benoît Bornet, qui est à Winnipeg. Qui dit, non, il était à Edmonton. Il dit, faut que tu manges, faut que vous mangez de la deep dish pizza. Fait que parfait. Mais là, PCO nous attend pour un lift. Fait que là, il dit, il faudrait se dépêcher. Le restaurant de l'hôtel ferme à 11 heures. Puis on avait eu le meeting avec Scott dans le vestiaire, les culottes aux genoux. C'était de toute beauté. Il est arrivé là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais dans ce meeting-là, c'est quand même intéressant. Il va peut-être avoir du développement pour un spectacle d'Impact Wrestling l'année prochaine à Montréal. À suivre. À suivre. À suivre. Ouais. Alors, c'est ça. Fait que là, je dis, bon, ça change mes plans. J'avais trouvé une pizzeria qui n'était pas dans la même direction que l'hôtel. Fait que, regarde, on est correct. Mais PCO était dans une forme, il était drôle. Oui. Il était vraiment dans une forme splendide, notre monstre. Mais écoute, hey, tu me fais penser, parenthèse.
Moi, là, je veux qu'on passe à travers la table des commentateurs francophones. Puis là, moi, j'ai mis ça dans la tête à PCO, OK? Puis là, PCO, toute la journée, a poussé avec les trois autres adversaires de passer à travers notre table. C'était comme rendu le point focus de leur match tellement ils voulaient passer à travers la table. D'Lo Brown, qui était leur agent de route, Ouais. lui, il capotait parce que Carl, tous les spots qu'il pensait, c'était soit passer à travers la table, se faire lancer entre nous deux dans les barricades. Finalement, ça a fini que PCO a dit À Macklin. À Macklin, quand on passe par-dessus, va tomber sur la table des gars, ils vont être contents. Puis j'ai mis une vidéo de ça parce qu'il y a un des fans qui me l'a envoyé. Vous allez voir ça direct dans notre face, Macklin. La bouteille d'eau de Mr. Fun International qui revole. Fait que tout ça pour fin de la parenthèse, mais PCO était comme tu dis, vraiment en forme, puis il est bon pour nous autres. Exactement. Et là, ben, on débarque PCO, ben, il appelle, c'était drôle parce que il restait à peu près 5 minutes, mais il voulait manger du saumon. Fait que de l'auto, il appelle la salle à manger de l'hôtel. Il dit pouvez-vous me préparer 2 saumons? J'arrive dans quelques minutes. Écoute, c'était cartoon. Là. Oui, exactement. Et là, je demande à mon partner, Handsome JF, trouve-moi pizza near me. On s'en va manger de la pizza. Ouais. Et comme de raison, il me trouve de quoi? On arrive fermé. Ben, toutes les pizzerias autour, les 3 restaurants qu'il y avait autour, les pizzas étaient tous fermés. Fait qu'on n'a pas eu le choix de J'ai mangé une sandwich du 7-Eleven. Ben oui, misérable. Ça se peut pas. C'est là que mes crevettes que j'ai achetées la veille ont fait la job parce que j'ai mangé mes crevettes avec la petite sauce rouge dans la chambre d'hôtel. Je vous dis, c'est glamour nos voyages. Moi, je les ai regardés dimanche quand tu n'étais pas là. J'ai décidé de ne pas y manger. Je les ai laissés pour la femme de ménage. Bonne affaire, elle va être contente. Ouais. Hey, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Sûrement. Buenos dias, señorita. Parce qu'il parle pas dans le sud. Je suis allé chercher, tu voulais avoir plus de papier de toilette, je suis allé en chercher, puis elle ne parle pas anglais. Là. Non, elle parle espagnol. Ton espagnol est assez fluent. Là. Oh, et moi, là, siesta, là, por favor, puis c'est bon. Parfait. Sieste, là. Et là, ben, on va prendre. Handsome, il est parti d'ennui presque. Tu t'es levé très tôt, 4 heures du matin, quelque chose du genre, là, avec toutes les lumières allumées. Puis, non, exagère pas, j'ai fait attention. Puis il est parti. Moi, j'ai resté 2 jours de plus que j'ai adoré. Vas-y donc à rafale, tes 2 jours là, que t'es resté. Écoute, ce qui était le fun, c'est que je m'étais mindé d'avoir une. Premièrement, il faisait super beau. Ouais. Il faisait 13-14 degrés, un ciel bleu, gros soleil. J'ai décidé, j'avais le goût de déjeuner. Fait que je suis allé déjeuner à l'hôtel. Moi, quand je vais aux États-Unis, j'aime manger cette viande un peu salée. Là, en déjeunant, j'oublie le terme. Là. Il est amnésique, mesdames et messieurs. Ben oui. Corned beef hash avec des petites patates là-dedans. C'est bon. Ben oui. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vidons les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Et puis, là, je sors de l'hôtel pour m'en aller parce que j'ai décidé de ne pas prendre l'auto. Parce que quand on est allé souper le vendredi soir, juste le temps qu'on soupe, ça coûtait 35 US de parking. Ouais, c'est un peu cher. C'est exagéré un peu. Fait que finalement, pour 3 piastres, j'ai pris le train, mais en sortant, j'arrive face à face avec Will Ospreay. Ben oui, j'ai vu ta photo, maudit chanceux. J'osais avec un peu. J'ai dit comment ça a été un privilège pour nous de décrire son combat, tout ça. Quel match incroyable. On a pris un selfie et là, je suis parti dans le train pour me rendre à la sortie du train que le concierge de l'hôtel m'avait dit ou qu'on croit qu'il nous avait dit. Oui. Était Jackson. Et vu que je n'étais pas stressé, je n'ai pas remarqué le temps avancer. Le match des Bears de Chicago débutait à midi, heure de Chicago. Et là, moi, je sors du train à 11h28. Fait que dans ma tête, j'étais à 10 minutes, 15 minutes. Je sors, je regarde mon GPS. 3 km, 28 minutes de marche. Oh! Fait que j'ai pas pris la bonne sortie. Fait que là, écoute, j'ai marché. J'ai arrêté voir parce qu'ils ont des vélos électriques. Oui. Tu peux embarquer 2 personnes avec la musique boum boum.
mais le gars chargeait trop cher, puis tu avais déjà pris tout le budget avec tes Christy de crevettes. Bon. Fait que j'ai marché, j'ai manqué le premier touché. Je suis arrivé à. Bravo, Marc, bravo. À midi et demi, écoute, le stade était plein. Et puis, c'était une première victoire. Ben oui, tu as eu une bonne game en plus. À Chicago, j'envoyais des photos à Kevin Raphaël. Écoute, c'était sharp. Mais quand le soleil, on est sur le bord du Michigan. Et en plus, c'est la ville des vents. Oui. Dès que le soleil se cachait en arrière de nous à cause des buildings, là, moi dire, on sentait une petite froideur. Effectivement. Ouais. Fait que, et là, je suis parti de là, marcher en me disant, j'avais rien mangé encore depuis le matin. C'est pas vrai, mon déjeuner, je l'ai pris lundi. Dimanche, je n'avais pas mangé. J'étais encore en mon jeûne intermittent. Alors, je me suis dit, parfait, il est 3 heures. Le match est fini à 3 heures. Bon, moi, j'avais pris une croisière, un tour en soirée pour voir qui était suggéré par notre ami Drama King. C'est quoi son nom? Ben, Ray Walt, Matthew. Bravo, Marc. Ben oui, j'ai pas de trouble de souvenirs, moi, Jean-François. Fait que, et là, écoutez, je marche, je suis pas capable de trouver un Christy de restaurant de pizza. Je marche vers la rivière, vers le centre-ville. Pas capable de trouver de. Là, je trouve des restaurants, je regarde, c'est asiatique, c'est familial, pas de pizza. Non, je veux manger de la pizza. Ben oui. Finalement, j'ai trouvé un petit pub sur le bord de la rivière, non loin d'où j'embarquais. J'ai pris une bière avec une petite pizza, mais c'était de la flatbread, là. C'était pas. C'était pas la deep dish pizza. Non, c'était pas ça. Finalement, je n'ai jamais mangé de la deep dish. Fait qu'il va falloir que j'aille au Maxi et m'en prendre une dans oui, ça doit goûter la même chose. Ça doit être la même affaire. Et cette croisière-là, cette tournée-là, le soir, de toute beauté, vous avez vu les photos. Sinon, allez voir sur mon Facebook. Là, c'est une ville qui est vraiment superbe. J'ai trouvé... et en jasant avec Mike Bailey la veille, le jour de Bound for Glory, il me disait que faisait peut-être 10-12 fois qu'elle est à Chicago. Puis il n'avait jamais été voir rien d'autre que l'aéroport puis le stade. Alors, moi, je me suis dit, c'est pas vrai, il faut que je vive ça. Et ça a été une très, très belle journée. Et je suis arrivé le soir, j'étais claqué. Écoute, je l'ai pris en note, là. J'ai fait... je l'ai pris en note. Ah oui, j'ai fait 12 kilomètres de marche le dimanche et 19 étages. Et mon asiatique me gossait. J'ai boité là-dessus à peu près 10 kilomètres. Fait que. Le Terry Fox des pauvres. Ouais. Fait que ça a été. Non, je vous le dis, si vous allez là-bas à Chicago, allez-y, ça vaut la peine. Et le lundi, qui était ma dernière journée, ben moi, j'étais un magasineur. Fait que je suis parti avec l'auto, j'allais faire du shopping, des affaires de golf, des affaires pour les bas de Noël, pour la famille, tout ça. Fait que c'était bien, bien cool. Puis le retour s'est fait. On est arrivé 30 minutes d'avance à Dorval, ce qui est très rare en aviation. Oui, effectivement. C'est ça. Alors, c'était. Une affaire que tu aurais ri. Puis j'ai dit, il faut que j'y compte. Tu sais que, selon mon médecin, je fais de l'anxiété et que mes orteils bougent toujours. Oui, ça, c'est connu. Fait que je pense que tu l'as déjà vu quand on était chez Pierre au studio. Oui, et là. Au 5 à 7 à RDS aussi, tes pieds bougeaient beaucoup quand tu parlais de ton livre. Ah oui, ben c'est ça. Fait que c'est un genre de réflexe que j'ai. Et quand on arrive au point à l'aéroport pour passer la sécurité, il faut que tu enlèves tes souliers. Et là, ma grande surprise, ma grosse orteil, elle sort du bas. Et là, je vois la face de l'agent de sécurité ou des douanes. Des douanes. Là. Puis elle me regarde le pied, puis la grosse orteil sortie. Puis elle me regarde, puis elle ne sait pas si ça doit rire ou ça doit dire « Eh, boy! » Quel misérable! Ouais, exact. Fait que ça, c'était comique. Fait que c'est ça. Mais si on revient à Bound for Glory, quel
Moi, j'ai dit, je viens d'écouter tantôt en m'emmenant le podcast Les Antipodes, puis Pat Laprade avec qui j'avais parlé hier, et j'avais dit que d'après moi, c'était notre meilleur des deux ensemble, Ouais, toi et moi. tu m'avais dit ça aussi, ouais, toi. Ouais, j'ai le feeling qu'on était sa coche. Fait que, mais il n'y a personne qui me l'a dit, surtout pas Nick the Icon. Non, il ne nous a pas écoutés. Non, ils ne nous ont pas écouté. Puis il y en a beaucoup qui l'écoutent en anglais parce qu'ils trichent puis ils vont sur le streaming, tu sais. Il y a du monde comme ça dans tes amis. Ben, Serge Coutu. Ah ouais? Ben oui. Ça ne me dérange pas qu'il se fasse arrêter, lui, là, tu sais. Non, Pas c'est de bug sûr. avec ça. Fait que c'est ça. Et écoutez, Bound for Glory, on était, tu sais, bien sûr, on était aux premières loges. Oui, en plein et centre. notre table est en plein centre. Tout le temps. Les Américains sont comme dans le coin, mais nous, on est comme, je peux pas, là. Si on payait nos billets, ça serait 20$ chaque, comme faux US, là. Oui, au moins. Et la soirée est partie avec le combat de Saban, un super bon combat face à Kenta. Ouais. Le reste, moi j'ai eu, c'est sûr que Bailey, Ospreay, là, on était. Et dans l'après-midi, Mike Bailey me dit, toi avec tes niaiseries que tu dis quand tu décris, tu as influencé plein d'autres commentateurs français à dire des niaiseries. Ouais. Il a même mentionné le nom de Benoît Cossette là-dedans. Ben oui, il a planté Benoît Cossette. Ben oui. Et puis, quand son combat est arrivé dans ma tête, j'ai eu comme, OK, j'en dirai pas une niaiserie. Puis je pense, si vous écoutez le combat en français, Ospreay, Speedball, je pense que j'ai pas dit une niaiserie. C'est proche. Qu'est-ce que ça va prendre pour ces deux hommes pour battre l'adversaire? Comme disent les Belges, c'est proche en titi. Pas comment j'ai fait, là, mais je pense que j'ai été capable. C'était tellement bon comme combat. Moi, je comparais ça à Ospreay, Kenny Omega, qui a eu lieu il y a quelques mois à Forbidden Door. Je vais sûrement en parler plus tard parce que c'est le sujet du podcast cette semaine, mais c'était bon, là. C'était bon, c'était bien compté, c'était solide, il y avait de la haute voltige, on racontait une belle histoire. C'était de loin le match de la soirée. Puis, c'était le deuxième match, si je ne me trompe pas, au troisième match avant le Call Your Shot Gauntlet. Le deuxième match, c'était celui de PCO. OK, donc. Qui était numéro 2. OK, je me trompe, mais il n'était pas la finale. Puis ça aurait pu être une finale de n'importe quelle. Ça aurait dû être la finale. Mais tu sais, ta ceinture de championnat, il faut que ça termine la soirée. Je le sais, Donc, c'est un peu dur, mais c'était un match là, incroyable, je me répète, mais c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu live dans ma vie. Et on était. Ben, moi, j'ai été encore déçu par Trinity. J'ai eu le feeling qu'elle avait ralenti Mickie James. Le type de combat qu'ils ont préparé avait comme. C'est comme si Mickie James était retenu. J'ai été déçu et les gens le savent. Ansem et moi, on n'est pas en ligne pour lécher les bottes d'Alex Shelley. C'est pas notre préféré. Non. Alors, c'est sûr qu'on aurait aimé ça. On a chanté quand même, mais on n'a pas chanté à la fin. On n'a pas chanté à la fin. Non, mais ça aussi, ça a été un super bon match, malgré que Alex Shelley ne nous regarde pas et ne nous fait pas une belle façon. Mais il fait des faces. Ça, il en fait. Il fait des mimiques à la Michel Courtemanche, là, qui faisait les 1001 faces là, quand il faisait ses spectacles. Et je ne parle pas de l'arbitre. Non. Frank Courtemanche. Oui, c'est ça. Alors, écoutez, je pense que vous pouvez encore aller sur Fight TV pour regarder Bound for Glory. Choisissez en français. Je pense que ça a été vraiment une soirée tout simplement incroyable. Et en terminant, Marc, à la fin du spectacle, un vidéo package, une belle promo qui a été filmée avec les anciens d'Impact et des nouveaux. Et on nous annonce que personne ne savait, là. Non, c'était pas PCO ne savait pas. Personne ne savait. Moi, je regardais ça. Je me dis, c'est quoi cette affaire-là? À part les lutteurs qui jouaient un rôle dans cette mise en scène-là, je vous invite à aller le voir. Et à la fin, on a dévoilé que le nom TNA Wrestling allait être de retour le 13 janvier prochain en direct de Las Vegas aux Palms. Une super belle grosse salle pour le show Hard to Kill où nous allons tout faire pour y être, Marc.
Et où il y a déjà 2 combats de signés. Oui. Parce que dans le gauntlet à 20 lutteurs-lutteuses, c'est Jordan Grace qui l'a Jordan emporté. Grace, et elle a tout de suite défié Trinity pour le titre à Hard to Kill. Et du côté de Moose, la même chose, il a pris sa fameuse valise pour challenger Alex Shelley ou celui qui sera champion à ce moment-là. Exactement. Hey, Marc, t'as de la mémoire, c'est incroyable. Mais j'essaie juste de voir Moose, Shelley, face à face dans le ring. Shelley va y arriver au nombril. Écoute, on pensait que Josh Alexander allait l'emporter. Nos prédictions, là, tu m'as planté longtemps sur mes prédictions de Max Bacon, mais les tiennes de la semaine passée sur Bound for Glory n'étaient pas très bonnes. Non, je sais, mais moi, je ne suis pas un lutteur, je ne suis pas un expert, moi, je suis un entertainer. Ça fait juste 100 ans que tu es dans le monde de la lutte, mais tu connais 38. pas ça. 38. Wow. 100 ans, arrête. Les chiffres, c'est pas une science exacte. Alors, c'est ça. Écoutez, TNA, avant de repartir le Zoom, parce qu'on jase beaucoup, rapidement, de revenir à TNA en 2024, tu penses quoi de ça? Mais tu sais, c'est un nom qui résonne depuis longtemps. Tu l'as fait longtemps, toi, à RDS. Il y a beaucoup d'histoires derrière ça, derrière TNA. C'est sûr qu'à Impact Wrestling, on en parlait, mais je pense de revenir au nom original. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Pour les nostalgiques, on va pouvoir jouer avec l'histoire de TNA, en parler encore plus. Si on disait qu'on avait mis ça de côté et reparti sur Impact Wrestling, puis même nous, on parlait des champions-championnes qui avaient été champions TNA, maintenant Impact Wrestling. C'était bizarre un peu, je trouvais, parce que TNA, ça a été ils ont rempli des arénas là, quand tu les commentais, toi, à l'époque. Ça fonctionnait, c'était bon, puis c'est là que le produit veut aller. Moi, je pense que c'est juste une bonne nouvelle. On verra ce que ça donnera. Ouais. Moi, je suis un petit peu perplexe là-dedans. Je me dis, tu sais, ça fait 7 ans que tu construis Impact, tu lâches tout ça. Tu sais, ça va coûter des sous. De changer tous les logos. Ils devraient mettre les sous sur nos voyages à nous autres. Mais ça, oui, aussi. Oui. Fait que ça résume beaucoup. Bound for Glory, mais comme on y va 4 fois par année, c'est le fun de vous donner nos détails 4 fois par année. Exact. Et là, on tombe dans le vif du sujet de cette semaine, les portes interdites, Forbidden Doors. Et on va, avant d'en jaser, toi et moi, on va recevoir notre premier invité, le professeur, qui lui aime ça, mettre la table, le côté historique de chaque thématique qu'on choisit. Tu disais mettre la table? The table is button. Alors, sans plus tarder, on débute avec notre chroniqueur sur l'histoire de Forbidden Door, le professeur Bertrand Hébert. On est très content de le recevoir à nouveau sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, nul autre que le professeur Bertrand Hébert. Monsieur Hébert, nos hommages. Bien, merci beaucoup, encore une fois, pour l'invitation. Dis-moi, Bertrand, tu sais que le week-end dernier, on était à Chicago. On a fait cet événement qui se nomme Bound for Glory. Et sans doute que tu as épié de près le combat entre Speedball Mike Bailey et Will Ospreay. Effectivement. Écoute, Mike Bailey est un des professeurs de Zach, donc même dans la journée, Zach nous hypait que Mike lui avait dit que ce serait tout un combat. Alors, on a jeté un œil là-dessus, effectivement. Ça a été un match de rêve. En ce moment, Will Ospreay est, sans conteste, le meilleur lutteur au monde. Wow. Donc, ça semble être de plus en plus unanime, cette phrase-là, alors que Mike Bailey était capable de nous offrir un tel spectacle. D'ailleurs, on l'aura sur l'épisode. On a 2 vedettes cette semaine sur l'épisode, toi et Speedball. Alors, c'est quand même, on est chanceux. Ça nous amène à nous parler du sujet de cette semaine, Forbidden Doors, ou les portes interdites. Il y a différentes appellations pour le public qui est plus ou moins au courant. C'est un genre de transfert autorisé. Comment tu pourrais décrire ça, toi? Ben, c'est de présenter un événement
auquel tu ne serais pas attendu que ce serait possible que ça se produise. Parce que justement, les contrats font que les gens sont supposément cantonnés dans leur camp ou dans leur fédération. Quand on ouvre la porte interdite, on permet cette possibilité-là de traverser d'un univers à l'autre. Donc, c'est un peu ce qui se produit. Only Trusting a mis l'expression sur la map depuis 2 ans avec son événement à la carte qui se prénomme Forbidden Door, qui était une espèce d'expression un peu qui était là, que les gens utilisaient parfois, mais qui n'était pas officialisé comme ça l'est maintenant devenu. Là. Tu dirais-tu que c'était folklorique comme expression? Ben, c'était quelque chose qui se parlait comme ça, parce que, bon, Forbidden Door, c'est une expression qui existe, la porte interdite, qui était un peu appliquée à la lutte dans ces situations-là. Là, on peut faire une historique très longue, bon, de tous les territoires où il y a eu des chicanes, où il y a eu des gens qui ont traversé, des fédérations qui se sont jointes l'une à l'autre. On n'a qu'à penser à Memphis. Macho Man Randy Savage et Lanny Poffo, avec leur père, avaient leur promotion qui faisait concurrence à Jerry Lawler. Durant des années, ils se sont battus virtuellement en s'insultant et injuriant les uns les autres. Il y a eu même des incidents réels dans des restaurants, puis des choses comme ça, puis des fusils qui ont été sortis. Hey et finalement, tout d'un coup, un bon matin, les Poffos ont pris le contrôle de la télé à Memphis et il y a eu une grosse rivalité entre Macho Man Randy Savage et Jerry Lawler. Mais c'était une forme, si on veut, de précurseur à ce qu'on peut rappeler un Forbidden Door. En plus proche de nous, en 97, la ECW de Paul Heyman va débarquer à Monday Night Raw. On a un paquet de lutteurs qui sont en Europe et pour mettre du piquant dans son Monday Night Raw, donc la WWE va les inviter. On sait depuis que Heyman travaillait déjà comme consultant pour la WWE durant cette période-là où il dirigeait ECW. On savait par le passé, en 95-96, il y avait eu des petites apparitions, entre autres là, au pay-per-view Mind Games. Il y avait eu des lutteurs au ringside qui avaient tenté d'intervenir dans le match de Savio Vega et on les avait sortis de l'édifice. Et c'est pas tout le monde à l'intérieur de la WWE qui le savait pour rajouter à cet élément de surprise-là. Ouais. Mais en février 97, on a cette fameuse invasion-là qui va concorder. Et là, tout le monde est gagnant. C'est toujours un peu ça, une Forbidden Door, c'est que tout le monde est gagnant. Ouais. Raw avait besoin d'un coup de piquant parce que Monday Night Raw était à son apogée. Et la ECW était pour avoir son premier événement à la carte qui était Barely Legal, ce qui permettait d'atteindre un nouveau public pour la ECW avec ses talents et ses superstars à Raw. Et Raw, ça leur permettait d'avoir cet élément de c'est pas prévu, parce que c'est un peu ça aussi Forbidden Door, c'est toujours de présenter aux fans un peu blasés qui pensent qu'ils savent tout, c'est arranger la lutte, ils savent tout ce qu'ils font. Oh, ça, c'était pas arrangé. Ce moment où on doute, où on se laisse emporter par le spectacle. Et c'est un peu ça ce que la porte interdite peut nous présenter. Ce moment où on se dit, c'était pas prévu. Tu disais tantôt que tout le monde était gagnant, mais le public l'est aussi. Ça ajoute au lot. C'est toujours le grand gagnant. Hein? On en parlait un peu avec les lutteurs qui changent d'allégeance. C'est le même principe. Quand on nous donne ces combats de rêve-là, c'est toujours un plus. Quand on a un Okada contre Danielson à Forbidden Door, c'est un match de rêve que les amateurs se disaient qu'est-ce qui pourrait arriver si Okada puis Danielson étaient ensemble dans le même ring. Donc, de livrer ce match-là, c'est exactement ça. Tu ne serais jamais attendu à ça. C'est une porte qui était interdite. Donc, c'est là qui est le gros point gagnant. Puis bien sûr, le grand gagnant, c'est bien sûr l'amateur de lutte qui aime la lutte, qui aime voir des bons combats, qui rêve justement à ces matchs-là, puis qui soudainement, alors qu'il pensait la chose impossible, se le fait livrer. Ici, le ECW, c'était un peu ça aussi. Hein? C'était toujours en train de donner des volets verbales à la WWE ou à la WCW, de les voir finalement
faire l'acte, c'est-à-dire d'aller le mettre d'en face de la WWE leur promotion, leur lutteur, leur façon de faire. Ça donne à l'amateur ce boost-là. On est yes! On est content. Donc, le rush d'adrénaline, si on veut. Ça, moi, je me souviens, là, quelques années, je pense que ça fait peut-être 2 ans, Mickey James qui avait été à la Royal Rumble. Oui, c'est un peu un genre de Forbidden Doors. Oui, effectivement. On a permis à Mickey James, avec la ceinture d'Impact, sa musique d'Impact, d'être à la Royal Rumble. On se sentait un peu mal à l'aise face à Mickey James du côté de la WWE. Elle avait indiqué comment on lui avait retourné son matériel à elle dans des sacs de vidange, pour prendre l'expression bien de chez nous. Parce que souvent, ce qui arrive, ce que les gens ne savent pas, c'est que les lutteurs, les lutteuses peuvent avoir certains éléments de leur costume ou de leur maquillage qui vont voyager avec la troupe de la télévision pour faciliter de ne pas avoir à traîner tout ça tout le temps. Et lorsque les gens sont congédiés, on va leur retourner ces éléments-là, comme dans n'importe quelle compagnie. On va pas te dire, viens chercher ton stock. On met ça dans une boîte et on envoie ça. Ça a été fait apparemment cavalièrement, et ça aurait toujours été fait cavalièrement jusqu'à ce moment-là. Donc, puis sans compter, il y a eu des erreurs, il y a eu des éléments de costume envoyés aux mauvaises personnes, puis ces choses-là. Donc, on a fait un make-up good, si on veut, à Mickey James en lui offrant ça. Pour Impact, bien sûr, c'était beaucoup d'exposure. Au final, l'apparition, c'était une espèce de c'est-à-dire, oui, elle était là, mais elle n'a pas eu un gros feature, puis on n'a pas mis beaucoup d'emphase sur la ceinture. C'était plus un cadeau pour les fans, oui, de le voir, mais malheureusement, ça conduisait à nulle part. C'était un cul-de-sac, un peu comme porte. Tu ouvrais la porte et tu étais direct dans le mur. Là. Il ne se passerait rien après. Mais quand tu parles de cul-de-sac, là, tu sais, il y a 1 an, puis écoute, le temps passe tellement vite, peut-être 2, il y avait beaucoup de All Elite et de Impact. Mais Impact n'était jamais gagnant là-dedans. Là. Non, c'était tout le temps les gars de All Elite qui gagnaient et qui étaient over. Là. Je ne suis pas dans les culottes d'Impact, mais sûrement qu'Impact, à ce moment-là, pensait que pour eux, c'était gagnant, dans le sens que beaucoup d'yeux étaient pour être sur leurs lutteurs et leurs produits. Ça, c'est certain. Ça pourrait les aider. Mais c'est toujours une question de position de force, hein, c'est si tu veux mon avis. Impact n'était pas dans une position de dicter les termes de cette association-là ou d'exiger certains éléments. Donc, c'était soit tu le fais puis tu vis avec ce qu'on t'offre ou tu le fais pas. Et bon, on a pris la décision de le faire. À partir de là, faut vivre avec les conséquences. Je pense pas qu'Impact a perdu, mais n'a pas nécessairement fait les gains qu'il aurait espéré faire. Puis quand on parlait de Mickey James tantôt, Royal Rumble, moi, j'étais dans le salon, puis je savais qu'elle ne gagnerait pas, là. Tu sais, c'était... Puis on n'a même pas fait à semblant qu'elle pourrait peut-être gagner en la faisant passer proche. C'est ça. Qu'est-ce que tu vois? Le mur était là. C'était clairement bien érigé, il n'y avait pas de place. Tu sais, on entend beaucoup les promotions japonaises, mais là, on est dans un autre monde qui échange, puis tout ça. Il y en a de plus en plus, mais est-ce que tu penses qu'une grosse machine comme la WWE pourrait, à un moment donné, être plus humaine dans les Forbidden Doors, maintenant que Vince est tassé ou presque tassé? C'est sûr qu'au niveau de l'ouverture d'esprit, on est certainement beaucoup plus ouvert d'esprit aujourd'hui sans avoir cette hache-là qui peut tomber à tout moment. Quand même, en décembre dernier, pour la retraite de Great Muta, on a permis à Shinsuke Nakamura d'aller faire le combat de retraite de Great Muta au Japon, alors qu'il était sous contrat. Donc, on a une espèce d'ouverture là. Ça s'est passé justement dans la partie où Vince ne pouvait pas mettre la hache dans le deal. Donc, je dirais tendance à dire oui, il y a des possibilités. Avec Endeavor, puis tout ça, ça limite encore. Puis encore là, n'importe qui va faire affaire avec la WWE
pas elle qui va avoir le gros bout du bâton. Fait que tu vas toujours être dans une situation où tu vas devoir prendre ce qu'on te donne, pas ce que tu veux. Par conséquent, je dirais oui. Est-ce qu'au Japon, c'est plus facile parfois de faire ces ententes-là parce que bon, il y a un gros code d'honneur. Ce qui empêche souvent les promoteurs en Amérique du Nord de faire affaire ensemble, c'est les histoires d'horreur, les histoires de séparation, de double cross, parce que justement, tout le monde tire la couverte sur son bord. Au Japon, on a une espèce de code d'honneur où justement, c'est arrivé à plusieurs reprises que les fédérations ont travaillé ensemble, ont envoyé des matchs sur des shows conjoints organisés par une revue spécialisée. Donc, c'est plus facile de ce côté-là au niveau de l'honneur de croire que ces choses-là peuvent se produire. Donc, effectivement, le Japon, me semble, l'endroit, c'est pas la première fois que Noah et WWE se courtisaient. Il y a été un temps où on a pensé que Noah serait acheté par le WWE pour devenir WWE Japon. Ce qui, avec le retour au pouvoir de Triple H, le besoin constant de se renouveler au niveau du talent, le besoin constant d'expansionner la WWE. On vient d'annoncer un premier pay-per-view à Berlin. Donc, on peut penser que d'expansionner vers WWE Mexico, WWE Japon, comme on l'a fait avec le UK, c'est pas des choses qui sont impossibles si on veut développer des talents internationaux, puis aller plus loin là, que le territoire nord-américain, là, qui clairement a beaucoup trop de compétition. C'est fascinant. Même si moi, je suis là-dedans depuis bientôt 38 ans. Puis on dirait que j'ai toujours espérance de voir quelqu'un arriver qui est pas prévu ou qui arrive d'une autre ligue, appelée une autre fédération, une autre association. C'est toujours comme hey, ça serait le fun, mais comme de raison. Si ça arrive, un coup que le fun est passé, on sait on sait qui va gagner, on sait qui va perdre. Là, c'est... Exact. Je veux dire, on n'a qu'à penser quand on avait Hulk Hogan et Ric Flair, les gens rêvaient à Hulk Hogan et Ric Flair. Quand Ric Flair est finalement arrivé à la WWE, le premier événement maison où ils se sont affrontés à Oakland, il y avait quand même une atmosphère électrique sur place. Les gens ont aimé ça. Puis, moi, je me souviens que c'était le match que tout le monde rêvait de voir. Là. Donc, quand la grosse ceinture gold est arrivée à la WWE avec Bobby Heenan, c'était aussi une forme de Forbidden Door. Là. Bon, il y a eu des conséquences légales à tout ça, mais ça, c'est au-delà de l'émotion qu'on a vécue comme amateur de lutte. Si, et j'ai dans l'entrevue qui va suivre plus tard dans le podcast avec Speedball, j'ai posé la question, alors je vais te poser à toi. Dans la Forbidden Door que tu ouvrirais, toi, quel combat t'aimerais voir? En ce moment, PCO et Sting. Ça serait tout un combat. Si on peut plus avoir Undertaker et PCO, pourquoi pas PCO et Sting? Ça me semble le combat là, qui serait à voir si jamais Impact TNA Wrestling. Et, on peut attendre encore 2 mois avant de dire TNA Wrestling. Ouais. Moi, j'ai juste hâte d'avoir le logo. Devaient rouvrir leurs négociations dans l'avenir. Bertrand, tu as sûrement compris que la thématique Forbidden Doors, pensée par le génie français David Jouan, avait mis ça aujourd'hui, en ce mardi 31 octobre. Pourquoi? Parce que les enfants sonnent à la porte. Oh boy. Ouais. C'est sûr que c'est pas une idée de Jean-François Kelly? Non, honnêtement, je te dirais que c'est mon idée. Mais dis-le pas, personne. J'essaye de la rentrer dans la gorge à David. Mais, okay. Mais écoute, merci. Quand tu es le CEO, c'est toi qui es responsable. C'est ça. C'est lui le CEO. Fait que c'est comme ça. Bertrand Hébert, un gros merci d'avoir participé encore une fois à notre podcast Sim et au plaisir de se reparler pour d'autres sujets plus captivants les uns que les autres. Excellent. Merci.
Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, dans le prochain bloc, 2 interviews assez intéressantes. Il y a David Jouan qui est notre... on dit toujours c'est notre patron, c'est notre plus grand collaborateur, celui qui s'occupe de tout pas mal de sim, qui est celui qui a eu l'idée de cette thématique, les portes interdites, Forbidden Doors. Oui. Alors, je pensais que c'était intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. Et il sera suivi de Speedball Mike Bailey, à qui j'ai parlé, si ma mémoire est bonne, c'est mardi. Elle n'est pas bonne. Non, je le sais, mais c'est sûr, c'est pas lundi parce que je n'étais pas revenu. Fait que mardi, en fin de journée, le lendemain de mon retour de Chicago, et j'ai pris le temps, comme je vous l'ai dit, le podcast va être plus long que d'habitude, mais j'ai pris le temps de jaser avec lui de son combat face à travailler avec Will Ospreay. Et par la suite, en deuxième segment, il nous parle des Forbidden Doors, très intéressant. Alors, sans plus tarder, on y va avec le Don Juan des pauvres, de l'autre que... Comment il s'appelle déjà? David Jouan. Alors, comme on vient d'en parler avec le seul et unique Handsome JF, nous recevons via la technologie incroyable d'aujourd'hui. C'est vrai, quand on y pense, tu es quand même à 6 heures de vol, plus le décalage. Tu es loin, là, David. Oui, ben, c'est la technologie d'aujourd'hui. On n'est plus à l'ère du Minitel ou du téléphone. Je sais, mais des fois, j'ai l'impression qu'on prend ça pour acquis. Tu sais, quand tu y penses, c'est spécial. Tu me dis, je vais être disponible dans 5 minutes. Je descends en bas, je me branche, on se parle comme si de rien n'était. Moi, j'ai mon jus d'orange, toi, tu as ton verre de vin. Voilà. Eh ben, alors c'est vrai que ça change. Moi, par rapport à quand j'ai commencé à regarder la lutte, où il fallait payer pour téléphoner, et ça coûtait extrêmement cher pour avoir des informations. Et maintenant, avec Internet, voilà, on peut discuter à l'autre bout de la planète. Tu vois, pour te donner un exemple, dans les années 80, j'étais un des premiers à avoir un appareil cellulaire. Il était super gros et mes factures de cellulaire frôlaient le 1 000 $ par mois. Aujourd'hui, ça me coûte environ 80. Ma facture et beaucoup plus de temps, plus de. C'est incroyable. C'était fou. Mais on n'est pas là pour parler de technologie, de cellulaire. Quelle idée que tu as eue de parler des portes interdites, ce qu'on appelle les Forbidden Doors. Et encore une fois, bravo d'avoir pensé à l'Halloween et les portes interdites en même temps. On salue tout le monde qui n'ouvriront pas les portes aux enfants, qui vont fermer les lumières parce qu'ils sont cheap. Voilà, faites comme si vous n'étiez pas là. C'est le meilleur moyen pour ne pas distribuer de bonbons. Nous, on n'en donne pas parce qu'il n'y a pas d'enfants dans la rue. Ça ne passe plus. On dirait qu'ici, au Québec, les gens savent les coins, quand je dis les coins, les quartiers où les gens sont très généreux. Ils prennent la voiture, puis moi, dans mon temps, on marchait à côté de chez nous, mais c'est plus ça ici. Je sais que vous autres, vous n'avez pas ça l'Halloween, hein? Alors si, c'est une mode depuis ces 10 dernières années. Moi, quand j'étais enfant, on ne connaissait pas, il n'y avait pas Halloween. Bon, après, moi, tu sais, j'habite au milieu de nulle part. Je suis à la campagne. S'il y a un enfant qui vient sonner à la porte, c'est qu'il est perdu. Oui, c'est ça. Jean-François, Jean-Frédéric Handsome, je fais exprès pour l'appeler Jean-François quand il dit « je suis amnésique », il me disait, lorsque tu parles avec David, tu peux lui dire que pour le podcast, il peut enlever son masque. Et colique que t'es langue sale! Alors, mon cher David, les portes interdites, ça te dit quoi, toi? Alors moi, ça me dit, déjà, le sujet a été emmené parce qu'il y a eu un combat extraordinaire que vous avez commenté il y a maintenant quelques semaines entre Will Ospreay et Speedball, Mike Bailey, où on est typiquement sur 2 lutteurs de 2 fédérations différentes. Mm-hmm. Et c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir par le passé.
qui s'est un peu démocratisé là, avec la All Elite Wrestling qui le fait régulièrement. On a vu le crossover avec Impact Wrestling, Oui. c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, les années passent vite. Oui. Moi, en fait, on a vu Mickey James à Royal Rumble il y a Royal quelques Rumble. années, je pense. Moi, le premier souvenir que j'en ai, c'est Bull Nakano qui prend le titre à Lundra Blaze et on nous présente ça au Survivor Series 94 où on nous montre des images d'un stade avec 45 000 personnes, à Lundra Blaze qui arrive en Harley Davidson et ensuite on interviewe la championne. On nous montre pas le combat, on nous montre des images, mais là on comprend que c'est une lutteuse japonaise d'une autre fédération qui est devenue championne de la WWF et c'est pour moi un des premiers crossovers que j'ai connus. Alors il y en a eu par le passé, mais je regardais pas à ce moment-là. Et ça a été pour moi la première porte interdite, entre guillemets, que j'ai pu assister. Après, la deuxième, qui est pour moi légendaire, qui n'est pas forcément une porte interdite en tant que telle, mais c'est l'arrivée de Scott Hall à la WCW. Ouais, on en parlait la semaine dernière. on est à la limite entre le transfert et la porte interdite, mais on croyait que c'était une porte interdite. Voilà pourquoi je dis cette arrivée-là, parce qu'il est arrivé à la WCW, non pas en tant que Scott Hall dans les débuts, mais en tant que Razor Ramon, qui vient envahir la WCW. Et là, au départ, on nous le présentait comme un personnage de l'autre fédération. Ouais. Donc, la limite porte interdite, là, est infime. Est-ce que tu vois dans le futur une plus grande possibilité de porte ouverte ou si tu penses que les égos des dirigeants vont faire en sorte que ça, déjà qu'on est chanceux? Je dirais qu'on a vu, pour moi, ce qui était possible d'être fait. Que ça soit entre Impact, All Elite Wrestling et puis la New Japan Pro Wrestling. Alors, il y aura peut-être, encore une fois, je voudrais juste faire un petit retour en arrière. Les gens ont l'impression que c'est nouveau ce que la All Elite Wrestling a fait, que c'est révolutionnaire. Royal Rumble 97, on a des lutteurs mexicains qui font un combat au Royal Rumble. La WF a déjà accueilli des Tenryu, des lutteurs du passé. La WCW avait la NWO Japan. Ouais. Il y avait déjà, alors, même s'ils avaient leur lutteur mexicain, mais il y avait déjà des deals avec la New Japan ou avec la All Japan Pro Wrestling. Je me souviens plus à cette époque-là, mais on avait Masahiro Shono qui luttait aussi dans notre fédération. Ouais. On a eu Scott Norton qui a été champion là-bas. Donc c'est quelque chose qu'on a eu pour le passé. Maintenant, la plus grosse porte interdite, ça serait, je dis n'importe quoi, un Survivor Series avec des lutteurs de la WF et de l'autre côté des lutteurs de la All Elite Wrestling. Mais ça, on sait que ça n'arrivera jamais. Exactement. Le fait que Vince soit tassé, s'il est vraiment tassé, est-ce que c'est un petit peu plus optimiste? Pour moi, non, parce qu'il y a des contrats télé derrière, il y a des enjeux financiers. On va avoir encore des transferts comme celui d'Adam Copeland récemment, où on verra où MJF va s'en aller l'année prochaine. Mais je ne pense pas qu'il y aura ou en tout cas des lutteurs de la All Elite Wrestling qui affronteront des lutteurs de la WWE. Et si toutefois ça arrivait, je ne pense pas que ça arriverait dans une de ces deux organisations. Peut-être à New Japan, par exemple, ça pourrait se produire, mais non, j'y crois pas. Puis en plus, c'est que les dirigeants de ces fédérations-là veulent pas que leurs lutteurs perdent. Alors, c'est pourquoi le mien perdrait, pourquoi pas le tien, alors qu'on s'en fout. Alors, oui, et en même temps, on l'a vu avec Impact Wrestling où tu en as déjà parlé maintes fois, mais c'est vrai que c'était un peu curieux. Il y avait ce crossover avec la All Elite Wrestling et c'était tout pour eux. Ouais. Ouais, mais ouais, c'est ça. C'est, je sais pas avec qui j'en parlais, je pense avec Bertrand, là. Peut-être qu'à cette époque-là, Impact voulait aller chercher le plus de positif dans ces portes interdites-là, en sachant que ne pourrait pas avoir plus, puis ils ont accepté de le faire. Tu sais, chaque segment ou chaque histoire, il y a toujours à l'arrière-scène des négociations et tout ça. Ouais. Après, je dirais, la WCW a été faire un show en Corée du Nord dans les années 90. Donc, tout est possible dans la lutte. Imaginons un gala de lutte international pour la paix. En ce moment, il y a des tensions un peu ici et là. Ouais, On peut imaginer quelque chose comme ça, mais là, en l'état actuel des choses, je vois pas.
je vois pas un MJF champion de la All Elite Wrestling aller affronter un Roman Reigns. Non. Dis-moi, j'ai posé la question, je pense, à peu près à tous les intervenants cette semaine. Et c'est drôle parce qu'on tombe dans le multiverse encore une fois, mais si les portes interdites n'existaient pas, quel combat le Don Juan des pauvres aimerait voir? Alors, c'est une question qui n'a pas vraiment de sens. Parce que si les portes interdites n'existaient pas, il n'y aurait pas de combat de rêve, justement, puisque tout serait possible. Là, ce qui rend ces combats, on a longtemps fantasmé sur un Undertaker versus Sting. Là, aujourd'hui, par exemple, prenons MJF, on pourrait avoir un combat de rêve contre Roman Reigns. Peut-être que ce combat arrivera lorsque MJF quittera la All Elite Wrestling, s'il quitte la All Elite Wrestling, ou si Roman Reigns va à la concurrence. Hein, encore une fois, tout est possible. Le combat de rêve en tant que tel, voilà, le jour où cela est rendu possible, ça sera déjà un peu moins. C'est l'interdit qui donne envie. Ah oui? Ah ben, les autres intervenants, eux autres, avaient déjà leur mot tout de suite. Le premier combat que je voudrais voir, c'est lui contre lui, etc., etc. Alors, je vois que le fait que tu n'étais pas préparé, tu n'as pas de réponse. C'est ça. Je répondrai la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Voilà. C'est parfait. Parfait, David. Ben, on a fait le tour de ce. C'est le fun d'avoir ton input, comme on dit en anglais, de savoir comment toi tu voyais ça. Et on va se reparler dans les prochaines semaines, assurément. Bonne journée, Marc. On est très content de l'avoir avec nous sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, nul autre que Speedball Mike Bailey. Comment vas-tu, jeune homme? Ça va super bien, Marc. Merci beaucoup. Et toi? Oui, ça va très bien et je veux d'abord te dire que lorsqu'on a jasé ensemble avant la soirée Bound for Glory, ça m'est resté en tête et pendant ton combat, remarque que je l'aurais probablement fait pareil, mais j'ai dit aucune niaiserie. Zéro. Wow! Zéro. Wow! Je pense que tu peux être fier de moi. Marc, ça a dû être tout un effort. Je t'imagine la face rouge avec les niaiseries qui se forcent de ne pas sortir, en train de te retenir. Wow. Même pas, Mike, parce que ce que vous avez livré comme performance n'avait pas de place pour dire une minime niaiserie. Zéro. J'ai gardé ça pour d'autres combats quand c'était le bon moment de le faire. Mais merci beaucoup. Parlons-en de cette soirée-là. J'avais déjà pensé à t'inviter pour notre deuxième portion qu'on va faire tantôt sur les portes interdites, Forbidden Doors, parce que toi, tu luttes souvent contre des gens de d'autres fédés. Mais il faut prendre quelques minutes pour parler de cette soirée. Moi, en tout cas, c'est une de mes plus belles depuis que je suis avec Impact ou TNA. Je ne sais plus quoi dire. C'est encore Impact pour 2 mois. Toi, d'abord, ton évaluation, comment tu as vu cette soirée-là et cette opportunité-là, autant pour toi que pour Will Ospreay? Évidemment, Scott D'Amore le savait depuis longtemps que ça allait être un des derniers pay-per-view présentés par Impact. Hein? Le prochain, c'est TNA Hard to Kill en janvier. Il y a aussi Turning Point, mais ça se passe en Angleterre, donc c'est un petit peu différent. Mais on aurait vraiment dit une célébration. Hein? On sait que Impact, anciennement TNA, maintenant encore Impact, a eu beaucoup de différentes époques, complètement différentes. Le style a changé, la direction a changé. Mais honnêtement, depuis que je suis arrivé en début 2022, ça a changé rapidement. Tout va en s'améliorant. Je veux dire, les bons lutteurs, les lutteurs excellents, meilleurs au monde, s'ajoutent suite par suite à Impact. Puis d'avoir la chance de lutter contre celui qui est le plus près d'être le meilleur lutteur au monde, puis de faire honnêtement ce que beaucoup de monde ont décrit comme un des meilleurs combats qu'ils ont jamais vu, puis je les crois sincèrement, à une soirée aussi importante. C'était absolument fantastique.
Mais tu sais, quand tu dis, je parlais j'ai envoyé la photo parce que le lendemain matin, moi, tu le sais, j'ai passé la journée à Chicago, on en a parlé tantôt, et j'ai croisé Will en m'en allant prendre le train. J'ai pris un selfie avec lui et je l'ai envoyé à Kevin Raphaël, puis il dit, wow, le meilleur lutteur au monde selon KR. Mais Speedball était dans le même ring. Toi, aujourd'hui, tu te vois où dans l'échiquier suite à cette performance-là? Évidemment, je suis déçu de ne pas avoir vaincu Will Ospreay, hein, de toujours. Même chose comme Josh Alexander. Je suis extrêmement fier du combat que j'avais eu avec lui quand il était champion du monde. On a lutté pendant près de 60 minutes. Même chose, Will Ospreay, celui qui est objectivement le plus près d'être le meilleur au monde. On a eu un combat excellent. On s'est tous les deux poussés à nos limites, mais je n'ai pas réussi à le vaincre. Donc, c'est sûr que c'est différent, mais je me considère évidemment comme un des meilleurs au monde. Je dis évidemment parce que je lutte depuis longtemps. Je sais que je suis un excellent lutteur, donc je suis capable de faire de mes combats exactement ce que je veux qu'ils soient. Donc, je fais exactement le genre de lutte que je veux voir. Donc, je me considère, pour moi, un des meilleurs lutteurs du monde. Puis, il y a aussi beaucoup de ce que je fais. C'est des combats indépendants, des combats partout. Je parlais à quelqu'un de ça. J'ai lutté dans le même mois à Cicero Stadium, complètement sold out contre Will Ospreay. J'ai lutté à Sumo Hall contre Hiromu Takahashi puis Yo dans un combat pour le IWGP Junior Heavyweight Championship. Puis j'ai aussi lutté sur des matelas dans une brasserie devant 60 personnes. Wow! Puis dans tout le... J'ai fait... Mes combats étaient excellents partout, puis du même calibre, puis j'ai mis le même effort. Puis il y a beaucoup de ce que je fais qui ne reçoit pas autant d'attention que ce que Will Ospreay fait. Puis je trouve que c'est ça qui fait une grande différence. J'ai eu beaucoup de combats excellents. Honnêtement, je te dirais que un de mes combats préférés de l'année que j'ai eu contre Rina Yamashita, qui est une lutteuse japonaise, qu'on a fait ça à Brooklyn pour GCW devant 300 personnes, qui est un combat que j'ai absolument adoré, puis que le genre de combat que tu aurais présenté ça à Madison Square Garden ou dans le Tokyo Dome, puis ça aurait été excellent quand même. Ça l'aurait manqué de rien. Donc, la performance dans le ring, c'est ce qui compte plus que le reste. On a discuté, toi et moi, Ansem était là aussi, avant le combat. Ta crainte était le temps accordé à votre combat. Après le combat, est-ce que cette crainte-là s'était dissipée ou si tu aurais aimé ça avoir plus de temps? Ah, man, j'aurais aimé ça avoir 2 heures. Tu aurais été brûlé d'aplomb. Pour accomplir tout ce que moi et Will Ospreay, on aurait pu accomplir, tout ce qu'on voulait accomplir, ça aurait pris 2 heures. Je te dirais que... C'est sûr, parce que tu m'as dit, on avait ça, là je fais mes gestes, là, et on est obligé de faire ça, de ramener ça. Mais quelle performance! Ça a été un honneur de décrire ce combat-là. J'ai dit la même chose à Will Ospreay et je me souviens au meeting qu'on a eu au tout début de l'après-midi, je pense qu'on te l'a mentionné quand Scott D'Amore a dit ce combat-là va dissiper les doutes et va élever Speedball où il devrait être à titre de lutteur. Je trouvais ça vraiment cool de sa part, mais il fallait que vous livriez la performance et vous l'avez fait. C'est bien beau de dire, tu sais, Speedball va lutter contre Will Ospreay, wow, mais quand le combat arrive, il faut que la performance soit là et bravo. C'est ça qui fait la différence. Mon coach de taekwondo, quand je faisais de la compétition, il y a longtemps, me disait toujours, tu ne juges pas un combattant par ses bonnes performances, tu juges un combattant par ses mauvaises performances. S'il est capable de gagner quand même à sa pire journée, c'est comme ça que tu prouves que tu es un vrai champion. Puis, je veux dire, je suis fier de comment, dans toute ma carrière de lutteur, quand j'ai eu des grosses opportunités, j'ai jamais choqué, j'ai jamais échoué, je suis toujours monté aux attentes des gens plus ils étaient hautes. Puis maintenant, c'est ce que j'espère. Tu sais, ça fait depuis que j'étais à Impact que j'essaie de prouver ma place. Fait que
maintenant en 2024, TNA, c'est le temps de put my money where my mouth is. C'est le temps de gagner des titres. C'est le temps de montrer vraiment, pas seulement montrer ce que je suis capable, mais de le faire pour vrai. Ici, on dit il faut que les babines suivent les bottines. Faut que les babines. Oui, mais j'ai pas de bottines, donc. Ah, c'est vrai, toi, tu luttes pieds nus, c'est vrai, wow. C'est toi maintenant qui fais des blagues, mon petit coquin. Dis-moi, la suite, après ce combat-là, est-ce que la suite a changé le futur ou si c'est le chemin qui est ouvert vers toi? C'est dur à dire. Je veux dire, mon chemin est tracé depuis longtemps, puis ça va vers le haut. Puis si tu suis ma carrière depuis longtemps, chaque année que je lutte est meilleure qu'à l'année précédente. Je suis meilleur ce mois-ci que j'étais l'année prochaine, puis j'ai pas l'intention d'arrêter cet élan-là. Écoute, Mike, c'est vraiment un plaisir de jaser aujourd'hui et d'avoir eu, moi en tout cas, dans mon bagage d'expérience de 38 années, c'est ce combat-là que j'ai décrit. Il y a une place en haut, je peux te dire. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun à faire, puis c'était bien apprécié. Un énorme compliment. Merci beaucoup, Marc. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, l'histoire de Marc Blondin. Procurez-vous votre copie dédicacée. La deuxième portion, Mike, après avoir parlé de cette soirée-là, notre thème était déjà choisi pour cette semaine, les Forbidden Doors, ces fameuses portes interdites que toi, par différentes circonstances, tu as réussi à avoir les clés de certaines de ces portes-là. Comment un gars comme Speedball Mike Bailey voit ça, les Forbidden Doors? C'est un concept dans le monde de la lutte qui est relativement récent, qu'on ne remarque pas récemment. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a une promotion et un promoteur qui a formé la lutte américaine comme on la connaît aujourd'hui. Mais je veux dire, les contrats, l'exclusivité, ça n'a pas toujours été le cas. Si tu regardes historiquement au Japon, il y a toujours eu des crossovers, il y a toujours eu du croisement. Les portes interdites n'ont jamais été fermées. Je veux dire, New Japan, All Japan, Noah, même quand c'est des promotions qui ont été fondées sur des disputes, les lutteurs ont quand même réussi à partager le ring. Donc, je trouve que c'est comme ça que ça devrait être, honnêtement. C'est différent dans la MMA, la boxe, tout ça, mais sur les boxeurs, tu as beaucoup de titres mondiaux, mais c'est plus unanime parce qu'il n'y a pas vraiment une promotion de boxe. Puis quand tu as deux champions du monde de différentes promotions, c'est pas mal sûr qu'ils vont se rencontrer. Je trouve que la lutte, ça devrait être comme ça. Le fait qu'on voit ça plus souvent au Japon qu'en Amérique du Nord, c'est le lutteur qui est le grand perdant dans tout ça. Exactement. Le lutteur et les fans de lutte. Je veux dire, oui, effectivement. Mais ce n'est pas les fédérations qui perdent. Non, jamais. Jamais. Moi, je trouve que non. C'est sûr, c'est difficile. C'est sûr qu'il y a énormément d'argent derrière les grandes promotions de lutte. Il y a énormément de business et de politique qu'on n'est pas tout au courant. Puis je veux dire, c'est tout très valide. Mais dans un monde parfait, les meilleurs au monde lutteraient contre les meilleurs au monde. Ça serait quelque chose à voir. Tu disais que les Forbidden Doors ou ces portes interdites-là, c'était comme un peu nouveau. Est-ce que tu vois le futur que ces portes-là seront ouvertes plus facilement? C'est sûr que si on parle de WWE, je ne sais pas si ça va arriver un jour, là. D'autres fédérations sont peut-être plus ouvertes. Comment tu vois ça pour le futur? Marc, sais-tu ce qui me fascine le plus dans la lutte? Non. Voir des scènes locales grandir. OK. Par exemple, tu regardes où la France était il y a 20 ans, puis tu regardes où la Scandinavie est présentement, puis tu regardes à Singapour présentement comment ça ressemble, puis c'est partout dans le monde. C'est toujours comme ça. Ça part de... Tu sais, quand il y a de la culture, souvent, il y a une promotion qui est là depuis très longtemps, depuis avant que la lutte ait, je veux dire, changé énormément, puis que la lutte indépendante est devenue beaucoup plus difficile parce qu'il y a une promotion à la télévision. Mais plein de pays, c'est ça. Tu as une promotion qui est là depuis très longtemps.
Après ça, il y a quelqu'un qui se chicane, qui a une vision plus moderne de la lutte, qui ouvre une deuxième promotion. Donc, après ça, les deux grandissent, puis souvent, ça reste comme ça longtemps jusqu'à ce que un lutteur de une des deux promotions va cette année en ouvrir une troisième. Donc, ensuite, 2 des 3 vont se mettre à travailler ensemble. Une des 2, à cause qui travaillent ensemble, va réussir à grandir assez pour qu'on ait plus de visibilité, on ait plus de lutteurs. Donc, à partir de là, dès qu'une des 3 va grandir, tu vas en avoir 4, 5, 6, 7 qui vont arriver. Puis là, tu vas avoir une scène qui va être au niveau de ce qu'on a au Québec, par exemple, de ce qu'on a aux États-Unis depuis longtemps. Puis c'est de même partout. Puis c'est fascinant. Puis je veux dire, c'est de même dans les promotions majeures américaines présentement. Puis c'est quand deux promoteurs, deux promotions travaillent ensemble puis grandissent qui vont en s'améliorant. Donc, je veux dire, je pense pas que c'est quelque chose qui va réussir à rester pour l'éternité. Si on parle en terminant de ces Forbidden Doors-là et que je demande à Speedball Mike Bailey, est-ce qu'il y a un lutteur qui te vient en tête, peu importe quelle fédération, que tu te dis et que j'aimerais ça traverser les portes pour l'affronter? Je veux dire Bryan Danielson. Honnêtement, c'est le numéro 1. Mais à New Japan Pro Wrestling, j'ai réussi à lutter contre Tanahashi, qui honnêtement était numéro 1 sur la liste avant Bryan Danielson. Ça s'est réalisé. On a eu un combat fantastique à Los Angeles en début d'année. Il y a encore beaucoup de monde. El Desperado de New Japan Pro Wrestling que j'adorerais lutter contre. Mais honnêtement, ça se réalise et c'est le fun c'est le fun de vivre dans un monde où c'est possible. C'est le fun aussi d'avoir un bucket list, d'espérer que des choses arrivent. Speedball, merci beaucoup de ton temps. On entre dans le mois de novembre, alors c'est le temps quand même de te souhaiter une bonne fin d'année 2023 et surtout un 2024, comme tu l'as dit, chaque année tu t'améliores, tu grandis et avec TNA, on va se voir autour du 13 janvier. On sera là à Las Vegas, au Nevada. Alors, on te saluera, on te souhaitera une bonne année, même si on sera 2 semaines déjà embarqués dans 2024. Exactement. Les billets sont en vente très bientôt, dans quelques semaines. Pour tous les Québécois qui écoutent ça, allez à Vegas en janvier. Je trouve que c'est une maudite bonne idée. Il va faire moins 20. Les autos plus vieilles que 2004 partiront pas le matin. Puis, si vous êtes intelligent, vous allez avoir des billets d'avion pour aller passer quelques jours à Vegas. Je viens de fouiller aujourd'hui et autour de 325-350 $, j'ai un vol aller-retour non-stop, pas de... Fait que ça, je suis en train de regarder. J'aimerais ça que mon épouse soit là avec moi. Fait que on verra bien, mais les autres Québécois qui veulent venir t'encourager. Et PCO qui a annoncé qu'il avait renouvelé son contrat avec Impact pour un 18 mois. Donc, lui aussi, logiquement, sera là à Hard to Kill. À Speedball, merci beaucoup et au plaisir de te revoir, jeune homme. Merci encore, Marc. Alors, quelle entrevue et quelle générosité de la part de Speedball Mike Bailey. Et tu as entendu ce qu'il dit, Ansem, comment il sait où il est rendu. Est-ce que tu vois ça comme étant de l'arrogance ou tout simplement il sait au niveau où il est rendu? Non, parce que je reviens dans le meeting avant Bound for Glory. Scott D'Amore a dit à l'agent de ce match-là, là, ce match-là, c'est pour montrer à tout le monde que Mike Bailey est dans les top 3 meilleurs lutteurs au monde, qui peut se battre contre n'importe qui, des finales contre n'importe qui pour faire des matchs incroyables. Donc non, c'est pas de l'arrogance. Il le sait, puis ça reste un gars très humble là, quand on lui parle. Là. Il est fin, il reste le même gars qu'il était, il est très bon, il le sait, mais il fait bien, il faut que tu sois confiant dans la vie. Donc moi, je le vois pas comme de l'arrogance. Toi? Non, moi non plus. Moi non plus, même que quand il en a parlé dans l'entrevue, j'ai fait comme ah ouais, ça sort vraiment de sa bouche. C'est un gars qui est tellement humble et calme et tout ça. Mais c'est vrai, il a raison, il sait où ce qui est rendu. Il a performé avec Will Ospreay et Will Ospreay, pour bien du monde, est numéro 1 au monde. Exactement. Donc, oui, il le fait bien. Ce qui nous amène, toi, tu en penses quoi des fameuses portes interdites
On en parle souvent depuis toi et moi. Tu sais, les premiers qui l'ont fait, là, c'est la ECW à l'époque de la WWE, a fait quelques invasions. Il y en a eu dans le temps, mais ça a toujours été très, très opaque. Hein? Il y avait WWE, WCW, tu avais le Japon. On ne parlait pas des autres histoires, des autres fédérations. On ne faisait même pas mention que tel lutteur avait été signé, mais il arrive de telle fédération. C'était vraiment des chasses gardées. Puis le fait d'avoir fait Impact ensemble, la première porte interdite qui s'est ouverte, c'est quand Kenny Omega, avec Don Callis, est venu rejoindre ses chums, les Good Brothers, sur Impact, et est venu défier Rich Swann pour le titre Impact, qui l'a gagné, qui le traînait avec lui sur les shows de All Elite Wrestling, puis ce qui a fait qu'il est venu défendre le titre sur les spectacles d'Impact. Il a perdu le titre sur un show All Elite Wrestling quand ils ont fait leur premier show les vendredis soirs, Rampage, contre Christian Cage, qui est un lutteur signé par All Elite Wrestling, mais un ancien de TNA. Ouais. Et ensuite, Christian est venu perdre le titre contre Josh Alexander. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé le plus. Moi, qui est un fan fini de Kenny Omega, que j'ai eu la chance avec toi de commenter ces matchs. Moi, c'était comme le début vraiment. Puis Impact est bon dans ça. Impact, on dirait qu'ils n'ont pas d'ennemis. Donc, tu as des gens de New Japan qui sont venus lutter à Impact. All Elite Wrestling a eu de la... Ouais. Tu sais, t'as même eu... Ils n'ont pas d'ennemis, mais c'est rare qu'ils sortent gagnants. Là, ça, t'as raison. Ça, c'est plate. Là. Mais tu sais, t'as eu Mickie James qui a participé au Royal Rumble. Ça, j'en ai parlé de ça. Mais on le savait en partant qu'elle ne gagnerait pas. Mais non, c'est sûr. C'est sûr que c'était surprenant que la WWE accepte ça. Bertrand nous en parle en détail de plusieurs raisons. Nous en a parlé. Mais moi, je pense que si les compagnies, tu sais, on a entendu plein d'affaires, là, Tony Khan, puis la WWE avec le show TNT qu'ils ont fait en même temps pour leur rentrer dedans. Mais si, puis c'est le cas aussi au Québec, là, dans des petites fédérations, si on arrêtait d'être de la compétition et d'être ensemble pour un monde de lutte, ben les portes ouvertes, les portes interdites seraient plus ouvertes, les lutteurs gagneraient et le public gagnerait beaucoup. Mais c'est une guerre d'ego et d'argent. Donc, tu ne veux pas que tes lutteurs aient perdre contre d'autres. Puis tu as raison. L'histoire nous a montré que c'est souvent les lutteurs d'Impact qui ont perdu. J'étais un peu déçu que Omega perde la ceinture contre Christian Cage. J'aurais aimé ça qu'Omega perde la ceinture sur un show Impact contre un lutteur Impact. Ça l'aurait élevé tout de suite. Mais ça... On verra dans les prochaines années, mais je pense que l'idée est, comme j'en ai parlé, le fait que le podcast est disponible la journée de l'Halloween. David Jouan a eu l'idée géniale. Il dit « Les enfants sonnent aux portes pour des bonbons. » C'est fort. On va faire les portes interdites. Hey, un gars là, qui sait ficeler les idées. Puis, tu sais, deux de mes matchs préférés à vie là, sont arrivés cette année. Ospreay contre Omega au show qui s'appelait Forbidden Door. Un concept avec nous. Et Mike Bailey contre Ospreay. Ospreay dans les deux matchs. Mais c'est deux matchs de Forbidden Door qui ont volé le show. Donc, c'est de plus en plus intéressant qu'on puisse faire ça. Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé? Ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. Alors, Handsome, toi, si notre segment qui s'appelle Multiverse, et si les portes n'étaient plus interdites, si les fédérations étaient ouvertes à travailler avec les autres et de faire des je ne sais pas comment appeler ça, des switches, le mot que j'ai en tête. Des transferts ou des... Transferts, on en a parlé la semaine passée, je ne vais pas mélanger les gens. Là. Mais mettons qu'il n'y avait plus de portes interdites. Handsome JF verrait quel combat où il serait comme « Wow, je veux voir ça ». Le premier combat que je mettrais sur une carte, c'est Roman Reigns, le champion universel incontesté de la WWE contre MJF, le champion actuel de la All Elite Wrestling. Roman Reigns, le plus haï de la business, et MJF qui a tourné du côté des gentils, qui est devenu un babyface ultime que les gens adorent, qui a de la gueule, qui a de la personnalité. Les promos entre les deux seraient incroyables.
On a Roman Reigns d'un côté, on a qui est avec Paul Heyman, puis on a de l'autre côté MJF qui fait des promos sensationnels. Donc, moi, ça serait vraiment ce match-là que je voudrais voir. Ça me surprend que tu ne mettes pas Omega. Écoute, j'ai cogité longtemps. Au début, je me suis dit, je vais mettre Roman Reigns contre Omega, mais champion contre champion, c'est encore plus de prestige. Donc, les deux champions des plus grosses compagnies. Puis là, on est vraiment en se disant qu'on n'a aucune limite puis qu'on peut faire le match qu'on veut. Ouais. Mais ça serait bon. Mais c'est sûr qu'aussi, Omega qui vient challenger Roman Reigns, ça l'amènerait ailleurs dans sa lutte. Parce que, Roman Reigns et MJF ont des styles de lutte plus similaires. Omega fait plus de voltige. Ouais. Mais ça serait vraiment le match Omega. Tu me mélanges Roman Reigns contre MJF que je bookerais en premier sur une carte. Toi, Marc? Ça ne prend pas grand-chose de te mélanger, toi. Alors, moi, ça serait... Écoute, on a parlé beaucoup de Speedball Mike Bailey. Oui. Le voir contre un autre Québécois, Sami Zayn, ça serait un combat. J'aimerais ça entendre la foule, voir les affiches dans la foule, les pancartes. Ouais. Et surtout de voir ce combat-là. Ça serait vraiment débile. Mais, ou comme dirait l'autre, spécial. Spécial. Mais Bailey contre Sami Zayn, ça pourrait facilement se rapprocher d'un Bailey Ospreay, un Ospreay Omega. Ça serait de... Mes attentes seraient à ce niveau-là si on pouvait réussir à faire arriver ce match-là. Alors, quand on dit « et si », ben, ça nous fait rêver. C'est comme ça. Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé, ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. Marc, encore une fois, une émission très, 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 très chargée cette semaine. Et là, je me pose la question. Comment on va suivre la semaine prochaine? Quel est le sujet? Aucune espèce d'idée. Wow! Quelle belle façon d'inviter les gens à revenir la semaine prochaine. Mais de quelle façon tu pourrais les réinviter, même si tu n'as pas le sujet? Je veux juste te dire, comme le dit Nick The Icon, j'ai peut-être un gros ego, mais je ne suis pas bullshitter. Et au moment où on se parle, je ne sais pas quel sera le thème de la semaine prochaine. Mais ce que je peux te dire à toi, et vous dire à vous, c'est soyez-y, mesdames, messieurs.